Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le mystère d'Edwin Drood de Charles Dickens et Wilkie Collins, dans une adaptation radiophonique libre de Pierre Roland, avec Lucien Nat dans le rôle de Jasper et par ordre d'entrée en onde, Yves Duchâteau, Geneviève Morel, Pierre Collet, Jean Brunel, Anne Capril, Jean Bollot, Marie-Jeanne Gardien, Michel Parier, Jeanne Dorival et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son Jean Jouve, opérateur Michel Légal, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Monsieur Edwin Drood! Où êtes-vous? Hey Joe, tu as bien dormi? Oh, quelle tempête toute la nuit! Le grand-père de ma femme, qui a 92 ans, n'a jamais vu ça avec le Easterham. Chez moi, les 2 cheminées sont par terre. J'ai retrouvé mes volets à l'autre bout du jardin. Alors, père Dordles, ta cathédrale s'est pas envolée? Ayez pas peur. La vieille boutique est bien accrochée. N'empêche que tout le plomb de la couverture est tombé dans l'enceinte du vieux cloître. Oh, voilà une affaire. J'ai fait de la remonter jusqu'à la prochaine fois. Ça donnera du travail à l'ouvrier. Et les aiguilles de l'horloge, vous avez vu? Tendu comme une paire de moustaches. Je suis monté sur la tour, il y a des pierres qui étaient en place là-haut depuis des siècles. Ce sacré pirate devant les a boulés. Oh, regardez le maître de chapelle qui traverse la place en courant. Qu'est-ce qu'il a? Parle le cheveu en désordre. Eh ben quoi, monsieur Jasper, il vous est arrivé quelque chose? Je vais emporter votre piano? Mon neveu, disparu. Votre neveu? Monsieur Edwin Drood? Disparu? Je m'appelle Madame Top. Mon mari, Monsieur Top, c'est le bedeau en chef de la cathédrale. Nous demeurons dans le vieux cloître. Notre logement, c'est, comme qui dirait, la dépendance de celui de Monsieur Jasper, notre maître de chapelle. Alors, forcément, comme le cher monsieur n'est pas encore marié, il est bien naturel que ce soit moi qui m'occupe de son ménage, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas comment vous vous y prenez pour écurer vos casseroles. Vous connaissez un dénommé Edwin Drood? Si je le connais, c'est le neveu de Monsieur Jasper, un grand jeune homme. Il étudie dans les écoles de Londres. Dans 6 mois, il sera ingénieur et il partira pour les pays lointains. Des fabriques de mécanique à vapeur, à ce qui paraît. Mais avant de partir, il doit épouser mademoiselle Rosa Budd, une orpheline qui est au pensionnat de mademoiselle Twingleton, dans la rue Haute. Leurs parents étaient de grands amis. C'est eux qui ont manigancé autrefois leurs fiançailles. Une bonne idée. Vu qu'en grandissant, ils sont devenus aussi jolis l'un que l'autre. Je ne vous demande pas si votre grand-oncle a le nez de travers. Il vient souvent à Clusterham, le dénommé Edwin Drood. Presque toutes les semaines. Depuis qu'ils ont construit leur chemin de fer, c'est si facile. Oui. Quand il est à Clusterham, il loge chez le dénommé Jasper. Il a sa chambre. Et je vous garantis que pour le recevoir, on met les petits plats dans les grands. Et même que les petits sont déjà d'une bonne grandeur, alors vous comprenez, c'est qu'il adore son neveu, Monsieur Jasper. Ce serait son propre fils qui ne l'aimerait pas davantage. Je devrais plutôt dire son frère, car il n'y a pas entre eux une très grande différence d'âge. Monsieur Jasper vient tout juste d'avoir 26 ans et Monsieur Edwin en aura 21 à la Trinité prochaine. Pauvre Monsieur Jasper, quand il est entré ce matin dans la chambre du jeune homme, quand il a vu que le lit n'était même pas défait, il m'a appelé. Il était blanc comme un mort. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. Il est si bon, Monsieur Jasper, si tendre, si délicat. Oui, c'est petit comme ça. Parlez-moi un peu de ce dîner d'hier soir. Eh ben, je leur avais préparé une turtle soup. C'est ma spécialité, bien relevée comme Monsieur Jasper l'aime. Et puis, une épaule de mouton, et puis... Me fous de vos ratatouilles. Il y avait un deuxième invité, n'est-ce pas? Oui, il y avait ce monsieur qui est venu passer quelques jours chez le chanoine. Un nommé Neville Landless, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ce Neville Landless, qu'est-ce que c'est au juste? Ah, vous m'en demandez un peu trop.
Je sais seulement que c'est un monsieur qui a la peau bientôt aussi noire que celle d'un nègre. Pareil qu'il a beaucoup voyagé en plein soleil de l'autre côté des mers. Une tête brûlée, comme on dit. Il a fait la guerre contre les sauvages qui mangent de la chair humaine. Ça peut rendre un homme méchant, ça, à force. Oui, moi je connais une vieille piborgne qui ne tardera pas à me rendre complètement enragé. Une piborgne? Où c'est qu'il y a une piborgne? Oh là. Répondez à mes questions, c'est tout. Les dénommés Edwin Drood et Neville Landless se sont flanqués des coups de poing. Pas hier soir, voyons. Non, pas hier soir. Il y a quelques jours. C'était l'autre dimanche. Monsieur Jasper et son neveu avaient été dîner chez Monsieur Chanoine. Le monsieur à la tête brûlée est arrivé du matin. Tout s'était très bien passé, d'après ce que m'a dit la maman de Monsieur Chanoine. J'ai oublié de dire que la petite mademoiselle Rosa Budd était là, oui. Mademoiselle Twinkleton, sa directrice, l'avait accompagnée. Les jeunes filles comme mademoiselle Rosa Budd ne sortent pas seules une fois la nuit tombée. Me fous des jeunes filles. Ah. C'est la bagarre qui m'intéresse. Racontez. Je les ai pas vues en train de se battre, mais j'ai entendu. Cela s'est passé chez le dénommé Jasper? Oui. Il avait ramené les deux garçons pour leur offrir un verre de vin chaud. C'est un pour mon temps quand les soirées sont fraîches. Bon, ils ont bu leur vin chaud après. J'étais couché à côté de Monsieur Top. Ce soir-là, il ne ronflait pas trop. C'est une chance. J'entendais ces messieurs parler et rire, et puis, tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé. Les voilà qui commencent à élever la voix. J'ai compris que ça tournait mal. Monsieur Edwin Drood, qui criait la tête brûlée. Quand on a la chance d'être le fiancé de mademoiselle Rosa Budd, on doit être très fier. J'ai pas pour habitude de me laisser dicter mes sentiments, qui répondait Monsieur Edwin. Alors l'autre, vous parlez de cette jeune fille sur un ton bien déplaisant. Je continuerai à en parler sur le ton qui me plaira. Vous êtes un fat et un vantard. Monsieur. Oh, bah, voyons, suppliez le bon monsieur Jasper. Demeurez calme, mes amis. Il y a eu des chaises renversées, des verres brisés, et puis la porte d'entrée a claqué. La tête brûlée était partie. Et hier soir, rien? Rien. Le dénommé Jasper dit qu'il avait organisé cette petite faridon pour réconcilier les deux boxeurs. Alors je vous jure qu'ils se sont tenus toute la soirée comme trois gentlemen, plaisantant, racontant des histoires, heureux d'être ensemble. Le repas terminé, pendant que j'ôtais le couvert, monsieur Jasper s'est mis à son piano et il nous a chanté de vieilles romances. Il a une si belle voix, douce comme celle des anges, du vrai non pour les oreilles. Ah, la cathédrale. Quand il entonne le Dies Irae, on croirait que le bon Dieu est descendu avec son tonnerre pour gronder après nous autres, pauvres pécheurs de Closterham. Je me fous des chansonnettes. Quand le dénommé Jasper en a eu assez de chanter, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on a décidé d'aller au lit. Ça se termine toujours comme ça. On entendait le vent qui cognait contre les murs. C'est monsieur Edwin qui a proposé à l'autre monsieur de descendre jusqu'au pont pour voir les effets de la tempête. Parce que Jasper était fatigué, il est allé se coucher tout de suite, et moi à côté de monsieur Top, qui ronfle plus fort que le vent. Et vous n'avez pas entendu le dénommé Edwin Drood rentrer? Oh, ma foi non. Ça, j'ai commencé à compter les moutons, et je me suis endormi au 12e. Oui. Ces jours derniers, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, je vois pas. Ah, peut-être bien que la chose que j'ai vue hier vous intéresserait. Oui. Alors racontez toujours. Eh ben voilà. C'était hier soir environ 1 heure avant le dîner. J'avais laissé ma turtle soup sous la surveillance de monsieur Top et j'étais allé chercher mon lait à la ferme. Mais passons. Au retour, j'étais peut-être à 50 yards de la maison, j'aperçois monsieur Edwin arrêté devant la porte qui causait avec une espèce de vieille femme au rayon. Vous avez entendu ce qu'il disait? Oh non, ils étaient trop loin. Quand je suis arrivé auprès d'eux, c'était fini, mais j'ai remarqué que monsieur Edwin donnait de l'argent à la vieille. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille-là? Je l'avais jamais vue. À Closterham, je connais tout le monde. Le genre sorcière, traîneuse de route, et elle toussait comme si elle avait avalé la pioche au père Durdles. Durdles? Qu'est-ce que c'est encore que ce dénommé Durdles? Oh, mais j'y pense, oui. En voilà que vous devriez interroger. Toujours à rôder autour de la cathédrale, dans le cimetière, sous le vieux cloître. Encore faut-il qu'il soit dans ses bons jours, vu qu'il a la tête aussi dure que ses outils pour tailler les pierres. Durdles. Mon nom est Sam Durdles. Vous voulez savoir mon âge? Je m'en souviens plus. Mettons que j'ai 60 ans. Après tout, je n'en ai peut-être que 40 ans. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis assez vieux, en tout cas, pour être moins bête que je l'ai été. Pour ce qui est de la fortune, ça a jamais changé. Toujours aussi fauché. Est-ce que je fricote pour gagner mon petit beefsteak? Ça aussi, tout le monde le sait à Closterham. Je m'occupe de la cathédrale. Il y a une vieille boutique dont je connais toutes les pierres. De temps en temps, pour me distraire, je déterre des vieux morts qui ont été si longtemps couchés dans le noir que personne ne se souvient plus d'eux. Connaissez-vous le dénommé Edwin Drood?
Je l'ai vu 2 ou 3 fois avec son oncle Jasper. Je l'ai rencontré aussi qui se promenait avec une fille de chez la mère Twinkleton. On m'a dit que c'était sa fiancée. Tant pis. Ils étaient aussi faits pour être mariés qu'un couple de poissons rouges pour tenir une auberge. Vous savez qu'Edwin Drood a disparu la nuit dernière. Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de cette disparition? Dire quoi? Il y a eu beaucoup de vent jusqu'au matin. Peut-être que c'est le vent qui l'a emporté. On n'est pas ici pour rigoler. On m'a dit que souvent la nuit vous rôdez autour de la cathédrale. Et du moment que je dérange personne. La nuit dernière, le veilleur de nuit vous a trouvé endormi, sous les arcades du vieux cloître. Vous lui avez parlé. Et quand je dors, je perds pas mon temps à bavarder avec les veilleurs de nuit. Dans mes rêves, je rencontre souvent la reine Victoria. Et j'ai beaucoup à lui dire. Ouais, vous aviez bu. Et du moment que mon vin était payé. Ah, vous êtes resté toute la nuit et vous n'avez rien vu. J'ai vu des tuiles qui dansaient la sarabande. J'ai même reçu une lanterne sur le crâne, mais celle-là, je l'avais pas vue à temps. Vous n'avez rencontré personne? Si, le veilleur de nuit, puisqu'il le dit. Hier, à la fin de l'après-midi, vous n'avez pas remarqué dans le quartier une vieille femme en guenilles? Depuis que j'ai eu des déboires avec les femmes, je les regarde plus. On m'a dit que c'était une vieille toute cassée, très vilaine, et qui tousse. Bon, tout ça, c'est des grimaces qu'elles font pour qu'on les plaigne. Et quand on commence à les plaindre, on est perdu. Dites, vous allez me taquiner encore longtemps comme ça? Faut que je retourne à la cathédrale, j'ai du boulot, moi. Et puis j'ai promis à Jasper d'aller l'aider dans ses recherches. Cet ahuri là s'est mis dans la tête que son jeune homme est tombé dans la rivière. Alors il est là-bas avec une équipe de bras cassés qui ont peur de se mouiller les pieds. Monsieur Jasper n'est pas encore rentré, monsieur. 2 jours et 2 nuits qu'il est là-bas sur la rivière à diriger les hommes. Ce matin, j'ai été lui porter son déjeuner. Il était fait comme un éboueur, les vêtements en loques crottés jusqu'aux cheveux. Et fatigué. Pensez, un homme dont le plus grand travail est de rester debout devant son lutrin pour chanter les louanges du Seigneur. Et n'a encore rien trouvé. Bon, c'est tant mieux quand on y pense. Il y a encore un peu d'espoir. Voulez-vous que je vous dise? Pour moi, le pauvre monsieur Edwin n'est pas dans la rivière. D'abord, il nageait comme un poisson. Ou alors il faudrait qu'on lui ait donné un mauvais coup, et par derrière encore, fort comme il était. Vous verrez, monsieur, il reviendra pour se marier avec la jolie mademoiselle Rosa Budd. Écoutez, je crois que j'entends quelqu'un. C'est le pas de monsieur Jasper. Toujours rien. Aucune trace. Venez devant le feu, monsieur Jasper. Dans quel état, mon Dieu? Mettez-vous dans votre fauteuil. Là. Laissez-moi tirer vos bottes. Là. Oh! Merci, oui, merci. Je vais vous faire chauffer un bol de bouillon. Oui, je crois que ça me fera du bien. Vos pantoufles. Merci. Ah, pardon, monsieur, vous étiez là? M'attendiez depuis longtemps, peut-être? Je ne vous ai pas encore salué. Je comprends votre trouble, monsieur Jasper. Votre accablement. Le jeune Edwin Drood était votre seul parent. C'est épouvantable. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. Je vous ai rencontré plusieurs fois au pensionnat de Mademoiselle Twinkleton. Vous êtes le tuteur de la petite Rosa Budd. Je le suis, en effet. Et moi, je lui donne des leçons de musique et de chant. À ce propos, si le moment était mieux choisi, je vous ferai compliment pour les progrès qu'elle a fait sous votre direction. Mais rappelez-moi donc votre nom, monsieur Groojoss. Ah, oui. Je suis receveur de rente et administrateur de domaine. Mon bureau se trouve à Londres, dans une vieille maison de Staple Inn. Voici votre bouillon, monsieur Jasper. Buvez-le pendant qu'il est chaud. Ensuite, je vous apporterai une aile de poulet. Bon, merci, madame Top. Vraiment, je ne sais si j'aurai le courage. Mais si, il faut. Cher monsieur Jasper, je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez tant à chercher dans la rivière le corps du disparu. Neville Landless reconnaît lui-même qu'ils sont descendus ensemble jusqu'au pont. Et vous êtes persuadé que Neville Landless est un assassin? Je suis persuadé qu'il est capable d'en être un. Le soir où cet aventurier s'est jeté sur mon pauvre Edwin, c'était pas l'homme qui veut se battre pour un point d'honneur, c'était la bête féroce déchaînée qui rugissait avant d'immoler sa proie. J'ai bien vu l'expression de son visage. On affirme que c'est vous qui les avez réconciliés depuis, et qu'à ce moment ils ont ri de bon cœur de leur fureur absurde, et de bon cœur ont échangé des excuses. Ce Neville Landless est un monstre de duplicité. Je le démasquerai.
Il a joué la comédie toute la soirée. Quand il s'est trouvé seul avec le trop confiant, le trop loyal Edwin Drood, il a lâchement assouvi sa vengeance. Selon vous, arrivé au pont, l'affreux Neville Landless a poussé son compagnon dans l'eau bouillonnante. Et puis, il est tranquillement rentré se coucher. Mais je ne sais pas comment cela s'est passé. Je ne sais pas comment s'ils se sont battus, si le criminel s'est servi d'un pistolet ou d'un poignard. Nous ne le saurons que lorsque nous aurons retrouvé le corps de la victime. Mais pourquoi Neville Landless aurait-il voulu tuer Edwin Drood? Quel intérêt? Mais figurez-vous que cet individu trouve Rosa Budd tout à fait à son goût. Dès qu'il l'a vue, il n'a pu se faire à l'idée qu'elle était déjà la fiancée d'un autre. Edwin avait l'habitude d'en parler assez familièrement. Mais quoi de blâmable? Ses enfants se connaissaient depuis le berceau. Et c'est cela qui déclencha la fureur jalouse de ce méchant homme. Et savez-vous que celui que vous gratifiez du titre d'aventurier, de bête féroce, de méchant homme et autres épithètes aussi peu flatteuses, était, il y a peu de temps encore, premier lieutenant dans la marine de Sa Majesté britannique et commandait une corvette dans l'océan Indien? Il vous a montré son brevet, sans doute. Le fait d'être l'hôte de Monsieur le Chanoine est à lui seul la meilleure des références. Si mon opinion personnelle peut avoir quelque poids, permettez-moi d'ajouter que, depuis 1 an, je vois vivre de mes fenêtres Neville Landless. Quand il a donné sa démission et qu'il est venu à Londres, le Chanoine m'avait demandé de lui trouver un logement. Et comme il y avait de la place à côté de chez moi, c'est là que je l'ai casé. Il habite tout en haut d'une vieille maison, et pour se préparer à exercer plus tard la profession de propriétaire terrien, il pratique l'horticulture en pot. Assis à mon bureau, je peux admirer ses jardins aériens. La mignonnette et la giroflée courent le long des gouttières. Souvent, je frémis en voyant ce jeune homme accomplir en plein ciel de véritables prodiges d'acrobatie pour arroser et tailler ses plantations. Voyons, monsieur Jasper, est-ce là la marque d'un tempérament sanguinaire? Et elle, comment l'avez-vous trouvée? Elle? Je suppose que votre première visite à Cloisterham a été pour Rosa Budd, votre pupille. Je la quitte à l'instant. C'est elle qui m'a appris la disparition extraordinaire du jeune homme. Le coup a été dur pour elle. Pauvre petite. Quel écroulement. Une existence complètement gâchée. Elle est bien jeune encore. Ah, pourra-t-elle trouver un avenir aussi sûr? À sa majorité, Edwin devait prendre possession de la part d'associés que son père lui avait léguée dans cette merveilleuse affaire d'Égypte. Les jeunes mariés allaient s'établir là-bas pendant quelques années et revenaient après fortune faite. Leurs parents avaient tout prévu. Le chemin était tout droit et sans heure. Notre petite Rosa est confortablement dotée. À quoi bon parler de tout cela à présent? Eh bien, monsieur Jasper, je crois que nous devons en parler encore aujourd'hui. J'ai une communication à vous faire qui vous surprendra. Une communication? À quel sujet? Oh, je peux très bien remettre cela un autre jour, si vous vous sentez pas trop fatigué. Mais non, parlez. C'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? C'est une communication que votre neveu craignait de vous faire lui-même. Oui? Mais il n'a jamais eu de secret entre nous. Supposez que le jeune Edwin ait pris récemment une décision importante, très importante, de nature à provoquer votre surprise, votre désappointement peut-être, votre désapprobation, qui sait? Eh bien dites, à quoi bon tant de préambules? Je me connais, monsieur Jasper. Au physique comme au moral, je suis un homme plutôt rude dans ses manières. Alors je prends toujours certaines précautions. Oui. Et alors? Eh bien, voici en peu de mots l'affaire. Edwin Drood et Rosa Budd ont décidé de ne pas se marier. Exactement 12. Quoi, 12? J'avais dit en peu de mots. Cela en a fait 12. Edwin et Rosa... Oh, c'est pas possible. Qu'avez-vous, monsieur Jasper? Vous voilà devenu bien pâle. Non, ce n'est rien. Ça va se passer. Excusez-moi, monsieur Rhodes. Mais non. On sait ce que c'est que la fatigue. Pourtant, ce que je viens de vous apprendre devrait plutôt vous rassurer. Vous étiez persuadé que votre neveu était mort. Et moi, je vous apporte des raisons de croire qu'il s'est simplement éloigné pour ne pas encourir vos reproches. Partir ainsi sans me laisser un mot... Il devait bien se rendre compte que je serais terriblement inquiet. Coup de tête de jeune homme. Puissiez-vous dire vrai? Oui, peut-être. Mais pourquoi s'est-il caché de moi? Il craignait les arguments que vous lui auriez opposés. Patientez quelques mois, monsieur Jasper. Il finira bien par vous donner de ses nouvelles. Les gens de la police croyaient aussi à une fugue. Mais nulle part ils n'ont trouvé trace de son passage. Ni à la diligence, ni au chemin de fer, ni sur la route. Ils ont construit toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, la vieille mendiante que Madame Top avait aperçue en conversation avec Edwin est recherchée. Toujours sans succès, il faut bien le dire. Une vieille mendiante?
Tiens. Cher monsieur Goutros, comment vous exprimer ma gratitude? Vous êtes venu jeter un peu de lumière dans les ténèbres où je me débattais. Je vais demander qu'on arrête ces recherches inutiles. Madame Top. Oui? On frappe à la porte, voulez-vous voir? Oui, monsieur Jasper. À la bonne heure. Je vois que vous allez tout à fait bien. Monsieur Jasper, c'est le père Durdles. Qu'il entre. Bien le bonjour à ces messieurs. Et qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je viens pour vous dire qu'on a trouvé quelque chose après que vous avez été parti. Quelque chose? Oui, à l'écluse. La chose, c'est moi qui l'ai aperçu le premier. J'étais accroché à une poutre. Ça brillait, c'était rond. J'ai été voir. Regardez. Oh mon Dieu, c'est la montre du cher garçon. Sa montre. Tenez, ses initiales, D. Et c'est à l'écluse qu'on l'a retrouvée. Ah, monsieur Goetschus, vous voyez bien, Edwin Drood est mort, assassiné. Avant un an, je veux te passer la corde au cou, Neville Landless. Mademoiselle Rosa Budd. Eh bien, vous m'avez fait une jolie peur. J'ouvre ma fenêtre et je vois un monsieur qui se promène sur les toits, qui saute comme un cabri d'une cheminée sur l'autre. Et c'est monsieur Neville Landless. Oh, il faut me pardonner, petite demoiselle. C'est une sorte d'infirmité contractée au service. Quand on a passé 10 ans de sa vie à voltiger parmi les haubans, on éprouve quelquefois le besoin de se dégourdir entre ciel et terre. Et puis, j'ai charge d'âme, regardez. C'est vous qui faites pousser toutes ces jolies fleurs? Ah non, ne recommencez pas, vous me faites frémir. Mais il faut bien que je me rapproche de vous. Autrement, je vais être obligé d'aller chercher mon porte-voix. Peut-être, est-ce que ma présence vous effraie? Vous m'effrayez quand vous gambadez à 50 pieds au-dessus des pavés. Pas autrement. Après tout ce qu'on a raconté de moi dans ce sinistre patelin de Cloisterham? Oh, monsieur Neville, je ne vous connais presque pas. Je ne vous ai vu qu'une fois... Mais pas une minute, je ne vous ai cru capable d'une pareille félonie. Non, voilà des paroles qui me font plaisir, vous savez. C'est cet hurluberlu de croque-note qui a dressé contre moi l'opinion publique. Il n'a jamais osé m'accuser en face, mais tous les amateurs de ragots se faisaient un malin plaisir de me rapporter ses propos. L'altercation que j'avais eue un soir avec son neveu avait pris par ses soins une telle importance que toute la ville me considérait comme la brute assoiffée de sang. Quelle absurdité! Tenez, je peux bien vous le dire à vous. Cette fureur subite qui nous a dressés l'un contre l'autre, Edwin Drood et moi, m'a toujours semblé inexplicable. Si contraire à mon tempérament, en tout cas. J'y ai beaucoup pensé, j'en suis arrivé à me demander s'il n'y avait pas quelque drogue dans le vin chaud que maître Jasper nous avait préparé de ses mains. C'est un type bizarre, hein? Oh, je sais bien ce que vous pensez de moi. Pour un homme qui dénigre les amateurs de ragots, il m'a tout l'air d'en être un fameux. Il est aussi ridicule de soupçonner Jasper que d'être soupçonné par lui, mais assez sur ce sujet. Mademoiselle Rosa, si vous aimez mon jardin aérien, je pourrais tendre quelques fils entre mes fenêtres et les vôtres. Mes pois de senteur et mes volubilis seront heureux de courir vers vous. Peut-être faudrait-il demander l'autorisation à monsieur Grotius. Oh, on a beau avoir une bonne opinion de ce monsieur Grotius. C'est un vilain cachotier. Vous étiez ma voisine et il ne me l'avait pas dit. Je suis arrivé hier soir, monsieur Neville. Je ne l'avais pas prévenu. Une véritable évasion, alors? Vous ne vous entendiez plus avec la très respectable mademoiselle Twinkleton? Un peu guindée, mais pas bien terrible, je pense. Très gentille. Je l'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose qui m'a forcé à quitter sa maison. Quelque chose que je n'ai pas pu dire à mon tuteur. Il m'a accueilli sans discussion. Votre tuteur est le meilleur juge, c'est certain. Au pensionnat, tout le monde a été très gentil pour moi. Surtout depuis l'événement. Vous avez dû avoir tellement de chagrin. Beaucoup, oui. J'en ai encore. C'est un sujet pénible que nous ferions mieux d'éviter. Au contraire, je trouve qu'il est mal de ne plus penser à ceux qui nous ont quittés. L'oubli, c'est 2 fois la mort. Edwin, je l'aimais comme un frère. Et même un peu plus, sans doute, puisqu'il était votre fiancé. Il n'était plus mon fiancé. Comment ça? Il y avait plusieurs jours que nous avions décidé d'un commun accord de mettre fin à ce malentendu. Monsieur Neville! Quoi donc? Un moment, j'ai cru que vous alliez tomber dans la rue. Moi? Oh non, soyez tranquille. Tomber dans la rue aujourd'hui? Je m'élèverai plus facilement jusqu'au zénith. Je frémis quand je vous vois suspendu au-dessus du vide. Rassurez-vous, je ne cours aucun danger.
Mon tuteur affirme qu'Edwin Drood n'est pas mort, qu'il a disparu pour ne pas avoir à rendre publique notre décision parce qu'elle aurait provoqué tant de surprises dans notre entourage. Peut-être des commentaires désobligeants pour moi. Avec les natifs de Cloisterham, évidemment, il faut faire attention. Hélas, 1 an s'est écoulé. Aucune nouvelle. Je commence à croire que M. Grudgius avait inventé cette explication pour calmer un peu la peine que j'avais. Qu'est-ce que vous faites? Vous penchez pas comme ça, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, par exemple. Mais quoi? Mademoiselle Rosa, si vous voulez bien tout doucement vous pencher sur l'appui de votre fenêtre. Regardez cet homme qui examine la porte de votre maison. Vous allez avoir une surprise. Mais tout doucement, ne vous montrez pas surtout. Oh! Vous l'avez reconnu? Qu'est-ce qu'il est venu faire à Londres? Peut-être s'intéresse-t-il à des personnes qui demeurent dans ce quartier. Peut-être est-ce seulement le quartier. Stapleton est cité comme l'un des derniers spécimens de l'architecture Tudor. Il n'est pas défendu d'avoir du goût pour l'architecture, même lorsqu'on est un artiste musicien. Oh, soyez tranquille. Et n'oublie pas, son neveu sera vengé. En quel siècle vivons-nous? C'est tout de même un peu fort qu'on n'ait jamais arrêté le brigand. On l'a laissé partir. Paraît qu'il vit à Londres, tranquillement, sans même se cacher. Patience. Il commettra forcément quelques bêtises. Et alors? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce grand monsieur? En voilà un qui n'est pas chauve, par exemple. Oh, quelle pignasse. Un vrai lion. Et ses lunettes noires. De genre. C'est le monsieur qui vient de s'installer dans le vieux cloître. Vous savez, le petit logement au-dessus de chez Madame Top, là, qui est resté si longtemps inoccupé. Autant habiter dans un trou de rêve. Paraît qu'il s'y plaît. Un vieil original qui vit de ses rentes. Il s'appelle Datchery. Ça a dû être quelqu'un de bien. Il parle distingué. Sacré bougre de petit morveux, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben mon travail, quoi. Lancer des pierres sur un homme n'est pas un travail. Mais quand on vous donne des sous pour ça. Quelqu'un te paye pour faire du mal à ce pauvre homme? Vous en faites pas, il a la peau dure. Et même que c'est lui qui me paie pour que je lui lance des pierres, alors? Bon, est-ce vrai cette histoire, monsieur? Monsieur... Hein? Mais il s'appelle pas monsieur, c'est Durdles. Ah oui, ce gamin a parfaitement raison. Mon nom est Durdles. Et chez les Durdles, de père en fils, il n'a jamais eu de monsieur. Vraiment? Vous lui donnez de l'argent pour qu'il vous lapide? Appelez ça comme ça si vous voulez. Je lui donne un demi-penny chaque soir pour qu'il me jette des pierres. Avec ma sacrée manie de faire le chahut toute la nuit, je rentrerai jamais me coucher. Le garçon que vous voyez est domestique à l'auberge des voyageurs à 2 sous, dans le jardin de l'usine à gaz. Ouais, on m'appelle député. C'est comme ça qu'on a toujours appelé les domestiques à l'auberge des voyageurs à 2 sous. C'est sans doute lui qui est chargé de lâcher la corde du hamac quand le client en a pour ses 2 sous de sommeil. Ouais, c'est moi. Et v'là, comment qu'ils vont se ramasser, les frères. Mais quand j'ai un peu de temps à moi, je me promène pour ma santé. Et tu profites de tes loisirs pour faire un petit métier supplémentaire. Voilà, vous l'avez dit, Milord. Je crois que c'est une bonne action de l'avoir embauché. Que faisait-il avant? Il ne pouvait pas rencontrer une personne, un âne, une fenêtre ou un canard sans le bombarder avec les cailloux du chemin. Et pourquoi? Pour rien. Pour le seul plaisir de jeter quelque chose sur quelque chose. De casser, de faire du mal. Un démolisseur gratuit. Voilà ce qu'il était. Moi, je lui ai donné un but dans l'existence. Une cible serait le mot exact. Alors, c'est vous le monsieur Dutchley qui habite au-dessous de chez Madame Taupe depuis 4 jours. Alors, voilà une idée de venir planter ses choux à Cloisterham. Bon, je suis un simple vieux bonhomme. Je vis de mon revenu et j'ai l'intention d'en vivre le plus paresseusement du monde. Vous avez bien raison si vous vous plaisez comme ça. Mon nouveau domicile est exactement ce que je recherchais. Vénérable, architectural, tout à fait incommode. Je vous aurais connu plus tôt, j'aurais pu vous en proposer un qui remplissait encore mieux les 3 conditions. Une chambre que j'ai découverte l'autre jour derrière un pilier de la crypte.
Elle était habitée par un vieux qui dormait là depuis le roi Arthur, bien à l'aise dans son cercueil de pierre. Quand j'ai ouvert la boîte, il m'a regardé. Il m'a dit « Ah, toi là, Durdles, pourquoi tu tardais si longtemps ?» Alors j'ai voulu le sortir. Il est tombé en poussière. Sa chambre est vacante, si vous voulez. Vous qui aimez les endroits gais. Plusieurs personnes m'ont assuré que nul ne connaît la cathédrale mieux que vous. Il faudra que je vous demande de me montrer tout ça en détail. Quand vous voudrez, monsieur Dutchley. J'irai vous surprendre un soir et nous visiterons la cathédrale au clair de lune. Oh, même sans lune, je peux vous diriger dans la sacrée vieille boutique du fin fond de la crypte au sommet de la grande tour sans allumer ma lanterne. Une chose m'intrigue dans l'architecture de cette cathédrale, c'est l'épaisseur des murs de la tour. On voit qu'au Moyen-Âge, on n'économisait guère les matériaux ni les heures de travail. Vous avez remarqué ça. Dites donc, derrière vos lunettes noires, vous avez l'œil. Mon jeune ami dépiauté, je sens qu'un de mes shillings est sur le point de passer de ma poche dans la tienne. Oh, vous pouvez l'envoyer, monsieur Dutchley. Il y a toujours de la place. Tu vois la vieille là-bas qui se dissimule sous les arcades du vieux cloître? Vous voulez la demander en mariage? Une femme qui tousse comme ça, elle vous coûtera cher en pastilles. Elle a l'air de guetter quelqu'un. Le Jasper, sans doute. Tu es sûr? Mais oui, déjà ce matin, elle était à la cathédrale, planquée derrière un pilier. Et pendant tout le temps qu'il a chanté, elle l'a pas quitté des yeux. C'est une vieille qui a du goût pour les beaux garçons, oui. Tu la connais? Oh, rien qu'un peu. C'est la deuxième fois qu'elle vient coucher à l'auberge des voyageurs à dessous. Elle est arrivée la nuit passée, vers minuit. Et tu sais son nom? Elle s'appelle Son Altesse Royale, la princesse de Fume-Pavot. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que c'est une vieille fumeuse d'opium. Chez elle, à Londres, elle reçoit des clients. À Londres? Mais où ça, à Londres? Mais dans l'Easton, naturellement. Vous savez bien, les quartiers pourris où on a plus vite fait de vous allonger un coup de couteau qu'un bouquet de violettes, oui. Il faudra que tu me dises son adresse exacte. Compris, monsieur Datchery. Alors, ce vieux shilling, à l'agence dépiautée, on paie d'avance. Oh, pauvre malheureuse que je suis. Oh, mes poumons sont bien malades. Installez-vous sur le lit, mon joli. Je vais vous préparer ça tout de suite. Inutile, je ne suis pas venu pour fumer. Eh là, vous êtes pas de la police, toujours? Mais je ne suis pas de la police. Si vous n'êtes pas venu pour fumer, si vous n'êtes pas de la police, alors pourquoi êtes-vous monté chez moi? Oh, maudits poumons. Oh, ils me laisseront pas parler. Asseyez-vous. Là, dans ce fauteuil. Faites attention, il y a un pied qui tient plus. Dites, mon chéri, même si vous fumez pas, vous allez me donner 3 shillings et 6 pence. C'est dans votre prix. Je connais un garçon à qui vous avez demandé la même somme, il y a un peu plus d'1 an. Un garçon que vous aviez rencontré près d'une cathédrale. Ce que vous êtes venu chercher ici, ne le dites pas. Je le sais. Je le lis dans vos yeux. La vengeance. Plutôt une vérité qui m'échappe. Les mobiles d'actes qui m'ont paru incompréhensibles. Des aveux complets du coupable. Et s'il le faut, le début du juste châtiment. Voyez-vous, mon beau garçon, nous arrivons des 2 bouts de l'horizon, notre point de rencontre devait se trouver dans cette chambre. Vous avez bien fait de venir, car moi aussi j'ai un compte à régler. Le même homme, un acharné capable de faire de la fumée pendant toute la nuit. Seulement, je vous préviens, vous imaginez peut-être qu'un homme sous l'influence de l'opium est une proie facile pour qui veut surprendre ses secrets. Erreur, mon petit chou. Il n'est plus que rêve, fumée, parfum, gloire. Sa mémoire est endormie, et c'est ce qu'il cherche. Vous n'en tirerez rien. On m'avait dit que certains mélanges... Nous y arrivons, petit. Ah, si j'étais riche, il y a longtemps que je l'aurais fait parler, celui-là. Mais il faut du chanvre indien et d'autres ingrédients, beaucoup plus chers. Cela existe tout de même.
Dans le fond de la cour, il y a un Chinois qui connaît les doses. Mais il demandera beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu peux venir, le monsieur. Je vais d'abord parler à lui, pour que lui, très obéissant avec toi. Tu écoutes? Oui. Tu sens que je suis là? Oui. Tu sais qui je suis? Non. Mais je te hais. Je suis ton maître. Je te hais. Je te sens autour de moi. Tu me tiens. Tu m'opprimes. Je voudrais te tuer, m'échapper. Mais tu es impossible. Échapper, impossible. Toi, dire ce que tu sais quand monsieur demande. Non. Tu réponds ou je crase ton cœur. Toi, le monsieur, parle. Où est le corps d'Edwin Drood? Non. Non, je ne répondrai pas. Réponds tout de suite. Je ne veux pas. Réponds, c'est mieux pour toi. Où est le corps d'Edwin Drood? Le corps d'Edwin Drood est dans le mur de la grosse tour, à Cloisterham. Qui est-ce qui l'a assassiné? Allons. Moi. Comment t'y es-tu pris? Je ne dirai pas. Je te commande de parler. C'est la nuit. Le vent souffle en tempête. Edwin vient de reconduire Neville Landless. Je l'attends devant la porte. Je lui propose de monter sur la tour de la cathédrale. Il accepte. Le vent déchire les nuages. Parfois la lune éclaire les arbres tordus par la bourrasque. La rivière écumante. Edwin regarde, accoudé à la balustrade. Moi derrière lui. Brusquement, je lui jette mon écharpe autour du cou. Je serre. Il se déballe. Je suis le plus fort. Et tombe sur le sol. Quelques soubresauts. Il est mort. Et ensuite? Ensuite, je traîne le corps jusqu'à une trappe que j'ai découverte un jour sous un amas de pierres. Je le jette. Je referme la trappe. Je remets les pierres en place. Voyons, Jasper, pourquoi tu fais une chose pareille? J'ai espéré que c'était dans un moment de folie, et tu n'étais pas fou. Ce crime, tu l'as prémédité, Jasper. Réponds-moi. Vas-tu répondre, Jasper? Je sais, moi, pourquoi il ne répond pas. Cet homme ne s'appelle pas Jasper. C'est un nom qu'il a volé. John Jasper, le vrai, était un jeune homme de bonne famille. Voici bien des années, il entreprit un long voyage dans l'île de Ceylan. Quand il revint à Londres, il raconta que son valet, un certain Jack Trash, avait été tué par les indigènes. En réalité, c'est John Jasper qui avait été tué. Et très probablement par Jack Trash. Non. Laisse parler la vieille. Toi, après. Jack Trash, rentré en Angleterre, peut facilement se faire passer pour John Jasper dont il a volé les papiers. Sa sœur Edith et son beau-frère viennent de mourir, laissant un garçon d'une quinzaine d'années. Le faux Jasper se présente à l'orphelin comme étant son oncle et réussit à gagner sa confiance. Non. Toi, te taire. En ce temps-là, j'avais un fils. Un beau gars, qui avait vu du pays aussi, mais pas une fripouille. Dur, mais régulier. Il connaissait Jack Trash et son histoire. Il me l'avait raconté, mais je ne crois pas qu'il l'aurait dénoncé. C'était pas son genre. Quand Jack Trash apprend que mon fils est à Londres, il est pris de peur.
Un soir, il l'invite chez lui pour boire un verre de vin chaud. Il y a là un autre truand, un vrai tueur. Je sais pas ce que le Jacques fourre dans le verre de ses invités, mais tout d'un coup ça éclate. Les injures d'abord, puis les coups. Mon fils est venu sans arme. Son adversaire le poignarde. Il ne reste plus au faux Jasper qu'à faire arrêter le criminel, qui est bel et bien pendu. Voilà comment Jacques Trash mène ses affaires. Oh, mes poumons. Oh, les chiens de poumons. Est-ce vrai ce que raconte cette femme? Alors, tu réponds? Oui, c'est vrai. Et maintenant, Jacques Trash, vas-tu me dire pourquoi tu as voulu la mort d'Edwin Drood? Parce que... À quoi bon le demander? Pour mettre la main sur l'héritage de mon beau-frère, il faut bien que je supprime son fils. Et pour mettre la main sur la jolie fille blonde, il faut bien que je supprime son fiancé. Ah, petite Rosa Bud, quand je t'ai dit que j'étais fou de toi, tu m'as repoussé. Tu es venu te réfugier à Londres auprès de ton tuteur. Hein. Tu fais les yeux doux à Neville Landless, je le sais. Je savais que ça arriverait. C'est pourquoi je veux que Neville Landless soit supprimé à son tour. Je vais t'enlever, ma Rosa. Ni le jardinier des toits, ni le vieux macaque de Grouchas n'y pourront rien. Victoire, à moi la fille, à moi l'argent. Inimaginable. Attention, le monsieur, il va se réveiller. Eh bien qu'il se réveille. Mais quoi, le monsieur? Toi, enlever lunettes. Toi, enlever cheveux. Oh, quel rêve. Mais, où êtes-vous, la vieille? Qu'est-ce que vous avez mis dans ma pipe? C'est pas le mélange que vous me donnez d'habitude. Prends la chandelle, Chinois. Éclaire-moi. Jacques Trash, ouvre les yeux. Et regarde. Edwin Drood. Ah, non, je rêve encore. C'est faux. Je suis Edwin Drood, pas son fantôme. Et tellement écœuré par ce que je viens d'entendre, que je vais tout à l'heure te livrer à la police, Jacques Trash. Quel nom me donnes-tu? Je suis John Jasper, ton oncle, ton meilleur ami. Je suis... Tu es mort! Un coup de couteau en plein cœur. Ouais, monsieur Groudios, elle y va pas de main morte, la vieille tousseuse. Daldus, je suis heureux que vous soyez venu me voir. Je viens seulement d'avoir connaissance de ces événements. Ainsi donc, c'est vous qui avez sauvé la vie à notre cher Edwin. Il m'avait fait promettre d'en parler à personne. Maintenant, c'est lui-même qui le raconte à tout le monde. Mais comment cela s'est-il fait, au juste? Une drôle d'histoire. C'était la nuit après sa disparition. Toute la journée s'était passée en recherche. On avait rafistolé les dégâts du vent, moins fatigué au point de plus savoir me coucher. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de retourner à la cathédrale comme minuit venait à peine de sonner? J'aurais bien du mal à vous l'expliquer. Peut-être pour voir si la bâche qu'on avait mise sur le toit s'était pas envolée. Peut-être pour faire encore une fois le chat-huant. Donc, je navigue à travers la sacrée vieille boutique. Je monte, je descends. J'avais pris ma musette avec moi. Dans la crypte, je m'assois pour casser une gentille petite croûte. Tout d'un coup, un cri. Comme si ça sortait de l'intérieur du mur. Qu'est-ce que c'est? Croyez-le ou croyez-le pas, pour la première fois de sa vie, Durdles a eu vraiment peur. Il a avalé son saucisson de travers et a sauté sur sa lanterne pour se carapater. Encore un cri. Alors là, plus moyen de s'en aller. Les fantômes ne gueulent pas comme ça. C'était un homme bien en vie qui implorait du secours. Bon, il n'y avait plus qu'à tomber la veste. Le levier et la pioche se sont jamais bien loin de la main de Durdles. Quel travail! Des pierres énormes, un mortier dur comme de l'acier. Mais aucun mur ne résiste à Durdles. C'est alors que j'ai pu vérifier une chose dont je m'étais toujours douté. Le mur de la tour est double. Entre les deux parois, il y avait un homme, brisé, sanglant, à demi-mort. Heureusement que Durdles a toujours un peu de quelque chose dans sa gourde. Que serait devenu l'homme si Durdles était un de ces vieux pioches durs qui ne savent délayer la poussière de la gorge qu'avec le jus des fontaines?
Eh bien voilà, Monsieur Edwin Drood est resté caché quelques jours dans ma cahute, le temps de se retaper un peu. Bien des fois, j'ai eu envie de venir vous raconter ça, Monsieur Groudius, et j'avais promis, vous comprenez? Je suis nerveux. J'aurais voulu prévenir Rosa avec déménagement. Supposez qu'elle se trouve brusquement en présence de notre revenant. Elle est sortie avec son fiancé. Son fiancé? Lequel? Neville Landless. Ah, parce qu'elle a changé. Oh, les femmes toutes pareilles. Ah, les voilà, je les entends. Bonjour, mon tuteur. Nous avons fait une promenade magnifique jusqu'à Trafalgar Square et nous sommes revenus le long de la Tamise. Ma chère Rosa, asseyez-vous et écoutez-moi. Je veux vous apprendre une nouvelle. Tenez-vous bien, une chose que nous n'osions plus espérer. Et je ne voudrais Des pas... nouvelles d'Edwin. Et même un peu mieux que des nouvelles. Edwin, chéri. Mon cher petit bouton de rose. Eh bien, vous l'entendez, le jaloux. Vous n'allez tout de même pas recommencer. Un frère a bien le droit d'embrasser sa sœur. Et entre frères, alors, on n'a pas le droit de s'embrasser? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Edwin Lanham avait publié il y a quelque temps un livre, Meurtre dans ma rue, dont nous avions signalé la qualité. Dans la même collection de Pierre Nord, l'aventure criminelle chez Fayard, il présente aujourd'hui Ma femme n'a pas tué, roman policier dont l'intérêt ne le cède en rien au précédent. Le héros en est un jeune industriel américain, Michael Stewart, de famille très conformiste, qui vient néanmoins d'épouser par amour une très jolie jeune femme, Stella Prescott. Or, cette jeune femme traîne derrière elle le poids très lourd d'un passé criminel. Elle a été accusée d'avoir tué d'un coup de revolver son premier mari, Jim Prescott. Les circonstances du crime l'accuseraient, mais l'insuffisance des charges et l'acharnement de son avocat, George Duncan, l'ont sauvée de la chaise électrique. Pour Michael Stewart, aucun doute ne l'effleure. Il aime Stella, il est persuadé par instinct, beaucoup plus que par raison, qu'elle ne peut avoir tué, et, chevaleresquement, il impose sa jeune femme à ses amis dans la société très fermée de la petite ville de Long Island, où il a son usine et sa maison. Escortée de George Duncan, ami de Michael, la jeune demi-sœur de Stella, Mausie, vient fréquemment leur rendre visite et il est hors de doute qu'elle est jalouse de Stella. Cette charmante et perverse petite personne cherche à séduire le second mari de sa sœur, comme elle a cherché à séduire le premier. Et elle confie à Michael qu'elle aurait beaucoup de choses à dire sur les circonstances du premier meurtre et sur certaines choses qu'il lui a été enjoint de cacher. Elle est même toute prête à les divulguer à la police. Or, elle est tragiquement empêchée de mettre ses projets à exécution, cependant que Michael est lui-même l'objet d'une tentative d'assassinat. Énigmatique et désespérée, Stella se meut dans une atmosphère de suspicion et de menace, tandis qu'obstinément son mari essaie de la sauver d'elle-même et des autres. Sa foi en Stella, son intelligence, son acharnement lui viennent en aide, et finalement, il arrivera à résoudre une énigme dont dépendent son foyer et son amour. Il est difficile d'interrompre la lecture de ce roman policier, très émouvant et très bien construit. Est-il meilleur éloge? Ma femme n'a pas tué par Edwin Lanham est publié chez Fayard dans la collection de Pierre Nord, l'aventure criminelle. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. 2 films français récents nous donnent le chant et le contre-chant du récit d'espionnage traditionnel. Le premier, La Nuit des espions, en étant l'interprétation dramatique, le second, Babette s'en va en guerre, en étant l'interprétation comique. Naturellement, ces 2 films n'ont aucun rapport entre eux, simplement les sujets de chacun sont intéressants et pouvaient donner lieu à d'excellentes réalisations. La Nuit des espions de Robert Hossein est une œuvre très soignée,
trop soignée même, on sent l'application dans la mise en scène et la recherche esthétique, mais une œuvre qui a des qualités et dont le sujet n'est pas sans rappeler par certains côtés le film de Clouzot, Les Espions. Comme Clouzot, Robert Hossein montre l'incohérence qui est à la base de ce métier d'espion dont le maître mot est cet éternel « qui est qui ?», mystère obscur dans lequel se débattent des hommes. Mais alors que Clouzot s'attache surtout à montrer le côté absurde du travail de ses agents secrets, lesquels dans son film ne savent même plus très bien finalement pour qui ils travaillent, Robert Hossein, lui, n'aborde que les aspects dramatiques et même tragiques de la question. Deux espions se rencontrent la nuit dans une cabane abandonnée. En principe, ils défendent la même cause, mais chacun a des raisons de douter de l'autre, et jusqu'à la fin, chacun se demandera s'il n'est pas dupe de l'autre. Comme ces deux espions sont de sexes différents, l'amour qui va naître entre eux ne simplifiera pas les choses, on s'en doute. Le film est bien fait, mais ce n'est pas un sujet cinématographique. Le thème intéressant est littéraire, tout se passant pratiquement dans le crâne des deux personnages. Dans ces deux rôles, Robert Hossein et Marina Vladi font de leur mieux pour animer ce débat intérieur et l'extérioriser. C'était là une tâche presque insurmontable. Quant à Babette s'en va en guerre, le point de départ était là aussi intéressant. Il s'agissait de faire incarner à Brigitte Bardot un personnage qui est l'équivalent de cette Bécassine, héroïne de l'autre guerre, celle de 14, rendue populaire par des albums de dessins charmants. L'idée était bonne car Brigitte Bardot pouvait très bien être le personnage de la situation. Le scénario contenait aussi quelques excellentes idées de gags. Malheureusement, ce que l'on nous montre est d'une telle lourdeur, souvent d'une telle vulgarité, que ce qui pouvait être charmant devient une farce grossière. Brigitte Bardot n'a guère appris à jouer la comédie, mais elle est là tout à fait le personnage. Jacques Charrier, si bon dans Les Tricheurs, passe ici sans laisser de traces. En vérité, tout le succès revient à Francis Blanche, qui est d'une prodigieuse truculence en chef de la Gestapo. Bien sûr, il en fait trop, il souligne tous les effets, mais en ce qui le concerne, c'est très bien ainsi. Son rôle est dans la pure tradition des comédies poursuites et tartes à la crème, précisément très à la mode en ce moment, de Max Sennett. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le mystère d'Edwin Drood de Charles Dickens et Wilkie Collins, adaptation radiophonique libre de Pierre Roland, avec Lucien Nat dans le rôle de Jasper et par ordre d'entrée en onde, Yves Duchâteau, Geneviève Morel, Pierre Collet, Jean Brunel, Anne Capril, Jean Bollot, Marie-Jeanne Gardien, Michel Parier, Jeanne Dorival et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Jean Berriac, prise de son Jean Jouve, opérateur Michel Legal, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.